Si tout va bien, nous aurons dans quelques heures une photographie d'Ultima Thule. Une sonde de la NASA approche de cet objet céleste situé à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Ce caillou glacé est situé aux confins du système solaire. La NASA nous fait vivre cette odyssée spatiale sur son site et j'imagine que vous la suivez aussi, cette odyssée. Bonsoir, Trinh Xuan Tuan, pardon. Merci d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'Université de Virginie. Vous êtes l'auteur d'un livre magnifique, oui j'ose le dire, le dictionnaire amoureux illustré du ciel et des étoiles, paru chez Plomb. Alors un petit mot quand même d'Ultima Thule aurait pu être une entrée de votre ouvrage. Qu'est-ce que l'on sait de cet objet céleste? Pourquoi vouloir le voir? C'est un rocher glacé en quelque sorte. Et donc, il existe toute une ceinture d'un demi-milliard de cet objet juste aux portes du système solaire, vous voyez, juste au-delà. Pluton est un de ses plus gros objets, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et donc, de temps en temps, des chiconautes gravitationnels vont envoyer donc un astéroïde vers le système solaire. Et la glace va s'évaporer et ça va donner de belles comètes. Mais alors quel est l'intérêt justement d'en savoir plus? L'intérêt c'est de comprendre la formation du système solaire, comment ces débris, ces rochers glacés se sont formés. Et puis donc c'est l'histoire de notre origine puisque l'origine du système solaire va mener à nous. Alors justement, on sent que la NASA veut vraiment interpeller le public. On va pouvoir suivre ça sur leur site. Direct, c'est super. On voit que des pays comme la Chine, l'Inde se lancent dans la conquête spatiale. Comment vous expliquez cette fascination pour l'univers, pour l'espace? Je pense que tout le monde sent que nous sommes connectés cosmiquement quand même. Hein. La science a démontré que nous sommes des poussières d'étoiles. Tous les atomes que nous avons dans notre corps, qui composent cette table par exemple, sauf l'hydrogène et l'hélium qui ont été faits dans les 3 premières minutes du Big Bang, mais tous les autres ont été faits soit par la fusion nucléaire au cœur des étoiles ou dans leur mort explosive, ce qu'on appelle des supernovas. Donc, tous les éléments plus lourds que le fer, par exemple. Donc, tous les éléments qui fabriquent la complexité, la beauté, l'harmonie du monde viennent des étoiles. Vous voyez, sans les étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler. Et vous, c'est ce qui vous fascine aussi? C'est pour ça que vous êtes devenu astrophysicien? Oui, moi je pense que je sens très fortement cette interdépendance, cette connexion cosmique avec l'univers. Alors de grandes figures vous ont précédé, on les retrouve dans ce dictionnaire amoureux. Il y a Copernic, il y a Galilée, il y a aussi Tycho Brahe, le père de l'astronomie observationnelle moderne. Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est celui qui a le premier compris que pour contraindre les théories de l'univers, il fallait des observations très précises. Donc, avant le télescope, c'est lui qui avait les observations les plus précises des positions des planètes, par exemple, en fonction du temps. Et c'est en utilisant ces observations que Kepler a compris donc, le mouvement des planètes et qui a mené à la théorie de la gravitation universelle de Newton. Oui, mais alors on sent que parfois c'est difficile de concilier science et croyance. Copernic, Galilée, ils avaient quand même quelques soucis avec l'Église. Vous avez d'ailleurs une entrée, le Dieu, alors c'est le Dieu d'Einstein. On peut être croyant et astrophysicien? Ah, tout à fait. Je pense que la spiritualité est une autre fenêtre pour l'humain de regarder le cosmos. Il y a la science. La science, bien sûr, est rigoureuse. Elle a la méthode scientifique. Elle observe et elle produit des théories pour expliquer ses observations. Mais, vous savez, il y a d'autres fenêtres aussi où l'homme peut comprendre le réel et atteindre la vérité. Et donc, je cite non seulement la spiritualité, mais aussi l'art, la poésie. Tout ça, ce sont des fenêtres différentes pour... il ne faut pas mettre des compartiments, justement, et d'isoler la science. La science doit faire partie intégrante de la culture humaine. Oui, vous citez l'art, il y a l'entrée beauté et unité de l'univers. Il y a un tableau de Monet, les Nymphéas. Alors, pourquoi ce choix? Parce que je suis un très grand admirateur de Monet, et Monet utilise la lumière pour montrer la nature, vous voyez. Et la lumière, bien sûr, c'est le moyen favori pour moi, enfin, favori pour l'homme de communiquer avec l'univers. Vous voyez, l'astronomie, les objets sont tellement lointains qu'on ne peut pas y aller. Donc, on peut pas fabriquer sur place, dans le laboratoire, des étoiles dans les éprouvettes ou recréer le Big Bang en laboratoire.
Donc, la seule connexion de l'homme avec l'univers, c'est la lumière. Donc, je me définis comme un recueilleur de lumière. Mon métier, c'est de recueillir la lumière cosmique. Ah oui, c'est très poétique, beaucoup plus poétique qu'astrophysicien. D'ailleurs, vous le dites, hein, c'est vrai que la lumière est la compagne de l'astrophysicien, mais recueilleur de lumière, on retiendra ce très, très joli titre pour vous. Alors d'ailleurs, il y a une polémique sur l'arc-en-ciel. Vous nous rappelez l'arc-en-ciel, la lumière, oui. comment il se crée. Oui, c'est des gouttes d'eau qui agissent comme des prismes et qui décomposent la lumière blanche qui se décompose de cette couleur, vous voyez, du rouge au bleu. Et donc, l'arc-en-ciel dépend donc de la direction de votre regard et des gouttes de pluie. Donc, chacun voit un arc-en-ciel différent parce qu'on regarde à travers des gouttes de pluie différentes. Ce n'est pas le même arc-en-ciel. Oui, justement, parce que ce n'est pas un objet matériel, justement. Je parlais de polémique parce qu'on dit que certains disent qu'ils ont vu un arc-en-ciel se refléter dans l'eau et là, vous dites que c'est impossible. Oui, parce que ce n'est pas un objet matériel, vous voyez. Donc, l'arc-en-ciel qu'on voit se refléter sur l'eau, c'est aussi la décomposition de la lumière blanche par l'eau elle-même, donc qui va à l'œil de l'observateur. Voilà ce que vous nous expliquez donc, dans ce très beau dictionnaire. Alors, ce qui frappe sont les photographies. Elles sont souvent époustouflantes. Beaucoup ont été prises par le télescope spatial Hubble. Alors, la couleur de ces étoiles, de ces supernovas, de ces galaxies, elles sont tellement éblouissantes qu'on se dit qu'il y a... Bon, allez, vous arrangez un peu avec la réalité ou pas? Je pense qu'on essaie, on photographie le même objet, une galaxie, une étoile, à travers des filtres différents. Donc, on sait que certaines étoiles, par exemple, sont plus rouges que d'autres, plus bleues que d'autres. Et donc, on reconstitue le réel comme ça, vous voyez. Et donc, c'est vraiment, ça donne vraiment la sensation du réel. Et donc, une étoile rouge, par exemple, c'est une étoile vieille qui est froide, et une étoile bleue, c'est une étoile qui est massive et chaude. Et d'ailleurs, vous nous expliquez que les deux ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir des étoiles jeunes et des étoiles vieilles ensemble. Pourquoi? Non, elles naissent même si elles naissent au même moment, vous voyez, leur vie, leur temps de vie dépend de leur masse. Par exemple, le Soleil, par exemple, qui est par définition une masse solaire, a une vie totale de 9 milliards d'années. Donc, il est né il y a 4,5 milliards d'années. Il va vivre encore 4,5 milliards d'années avant de mourir. Donc, le Soleil est à mi-vie. Mais il y a des étoiles massives, disons 10 fois la masse du Soleil, par exemple. Eux, ils consomment l'énergie nucléaire à la va-vite, très, très, très rapidement. Et donc, il va vivre seulement quelques millions d'années. Voilà, et donc, elle explose. Et vite. Donc, vous voyez, leur vie va durer que seulement quelques millions d'années, tandis que le Soleil, qui est beaucoup moins massif, va vivre 9 milliards d'années. Oui, c'est une très belle vie. Alors, visuellement, on l'a vu, c'est époustouflant, mais au niveau sonore, est-ce que c'est plus mystérieux? Parce que pour vous, vous dites qu'il y a une sorte de mélodie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la mélodie, ça c'est une métaphore, parce que la mélodie, c'est quelque chose de très harmonieux, vous voyez. C'est des sons disparates qui sont mis ensemble dans une très belle mélodie et que l'orchestre joue. Et pour moi, l'univers, c'est comme ça. Et il nous envoie des signaux à travers des signaux lumineux qui nous apportent des bribes d'informations. Et c'est à l'homme, c'est à l'astrophysicien de reconstituer cette mélodie, parce qu'on ne connaît pas la mélodie secrète. Et pour moi, elle restera toujours secrète, c'est-à-dire l'homme va toujours savoir de plus en plus. Mais, vous savez, la science, c'est comme une hydre à mille têtes. On coupe une hydre et 1000 autres questions se surgissent. Et donc, on va s'approcher de plus en plus peut-être de la réalité, mais on ne saura jamais toute la vérité. Toujours. Voilà, elle nous échappera toujours. Elle restera secrète. La mélodie restera secrète. Oui, toujours, donc le côté assez fascinant. Juste un mot de cette théorie du multivers, donc des univers multiples. On en a reparlé avec Stephen Hawking et Thomas Hertog. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a plusieurs univers comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a des théories physiques qui prédisent donc l'existence de multivers, donc une infinité d'univers parallèles au nôtre. Mais moi, en tant qu'observateur de l'univers, ça me gêne parce qu'il n'y a pas d'observation possible pour l'instant. Vous savez, c'est assez scientifique. Non, c'est pas. Les théories scientifiques prédisent l'existence d'un multivers, mais toute théorie doit toujours être vérifiée en science par l'observation.
Et moi, je ne vois pas comment on va vérifier l'existence d'autres univers parallèles au nôtre. Parce que vous voyez, même dans notre univers, on ne pourra jamais voir que dans une sphère horizon de, disons, 47 milliards d'années, c'est-à-dire 1 milliard d'années-lumière, c'est-à-dire l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Donc, on peut voir seulement des objets dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Vous voyez? Oui. Parce que si l'univers est plus distant et que le temps mis pour la lumière est plus grand que 13,8 milliards d'années, il n'aura pas le temps de nous parvenir. Donc, le ciel apparaîtrait noir. Donc là, j'ai une question qu'on se pose tous, hein, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas moi. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres formes de vie? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que le fait que nous sommes seuls est très, très, très improbable. Vous savez, il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers et chaque galaxie contient 100 milliards de soleils. Et si chaque soleil contient un système solaire à 10 planètes, ça fait 10 multiplié par 100 milliards par 100 milliards de planètes dans l'univers. Donc beaucoup de probabilités. Beaucoup de planètes. Et les lois physiques étant universelles, et peut-être les lois biologiques aussi, vous voyez, je ne vois pas pourquoi nous serons la seule planète à voir la vie émerger. Alors juste une dernière question liée aux Français. Là aussi, c'était une passion comme l'astro... Le français, oui. Moi, je suis vietnamien d'origine, mais j'ai fait un lycée français depuis la maternelle jusqu'au bac. Et je suis un grand admirateur donc, de la culture française et de la langue française. J'écris tous mes livres en français. Et ils sont retraduits en américain où j'enseigne. En Amérique où j'enseigne. Oui. Merci infiniment, Trinh Xuan Tran, d'avoir été notre grand témoin. Voilà, pour tout savoir hein, sur le ciel, les étoiles, les naines blanches. On les découvre dans ce très bel ouvrage. Je vous invite à lire. Le soleil va devenir une naine blanche dans 4,5 milliards d'années. Et bien voilà, et si vous voulez savoir pourquoi, il faut lire ce livre. Et je vous rappelle que la NASA nous fait vivre donc, le survol d'Ultima Thule qui sera donc fait en ce mardi 1er janvier, quand même situé à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Merci encore. Merci de m'avoir invité.